Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour participer à notre webinaire. Donc aujourd'hui, le sujet sera la CSRD. On va axer notre discours sur vraiment la mise en place concrète de la CSRD dans votre entreprise. Nous serons aujourd'hui deux à animer ce webinaire avec Caroline, qui est chargée de projet RSE chez Altopy, et moi-même qui suis CEO d'Altopy. Avant toute chose, je voulais vous dire que ce webinaire serait en replay à la fois sur la plateforme de webinaire, mais également sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Vous aurez des questions certainement pendant ce webinaire. N'hésitez pas à les poser pendant le chat. On s'occupera d'y répondre autant que faire se peut pendant le webinaire. Et s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas eu la réponse, on n'a pas eu le temps de répondre, nous nous chargerons d'y répondre un peu plus tard. Et dernier point, vous allez avoir un petit sondage là qui va apparaître pendant le webinaire et également en fin de webinaire si vous avez envie d'y participer. Alors, pour commencer ce webinaire, je vais présenter Altopy. Donc, Altopy, nous sommes une société de conseil en RSE. Nous accompagnons des PME et des ETI dans leur stratégie RSE. Nous sommes une équipe d'une vingtaine de personnes, une équipe engagée avec la conviction que les entreprises ont un rôle à jouer dans la transition écologique, mais également aussi dans leur impact social. Et nous sommes là pour accompagner les entreprises, justement, pour s'améliorer et mettre en place des actions à impact. On propose toute une gamme de services qui vont du diagnostic RSE, donc vraiment l'idée de comprendre comment l'entreprise, quelle est sa maturité, la mise en place de plans d'action RSE, mais également tout ce qui va concerner la mesure concrètement de cet engagement par des bilans carbone, par des rapports RSE, mais également aussi par bien sûr l'accompagnement CSRD comme on en parle aujourd'hui. On va également valoriser l'engagement de nos clients en les aidant à répondre à la notation EcoVadis, mais aussi au label B Corp. Et enfin, nous avons une grosse action de sensibilisation auprès des collaborateurs de nos clients, aussi bien par des sensibilisations que par des formations. Nos clients sont de tout secteur d'activité. On travaille sur toute la France, même en Europe, avec des clients donc aussi bien dans l'industrie, la construction, le transport, les services, l'IT, vraiment tout secteur, avec vraiment ce point commun d'être des PME, ETI, voilà, qui ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche RSE pour réellement se mettre en marche pour une société plus durable. Alors, pour commencer ce webinaire, déjà, je vais vous rappeler les grands principes de la CSRD pour mieux comprendre effectivement pourquoi la CSRD, quel est l'enjeu derrière la CSRD. C'est important de le comprendre pour pouvoir justement derrière mieux répondre et être juste dans son rapport de durabilité. Alors, la CSRD, il y a 4 objectifs principaux. Bien sûr, la première, c'est de disposer de données extra-financières. C'est l'objectif que l'Europe porte par rapport à ce projet. C'est vraiment de dire, je souhaite que les entreprises publient des données extra-financières, avec une volonté d'élargir le nombre d'entreprises concernées. En fait, cette notion de communication de données extra-financières existait déjà avec la NFRD au niveau européen, ce qui se traduisait en France par la DPEF, qui concernait que les très grosses entreprises. L'idée de la CSRD, c'est justement d'élargir ce périmètre d'entreprises concernées pour descendre à des niveaux dont on parlera tout à l'heure, à des entreprises de 250 salariés. Derrière cette publication de données extra-financières, on est dans l'objectif d'une comparaison, c'est-à-dire de pouvoir comparer concrètement les entreprises entre elles, et du coup de demander aux entreprises d'être publiquement responsables de leur impact, puisque vous allez devoir fournir un certain nombre d'informations qui vont révéler quel est votre niveau, votre maturité RSE sur certains sujets, et d'être comparé également aux autres. Et cette comparaison,
avec vos pairs ou vos concurrents, a pour objectif de valoriser les entreprises qui sont les plus vertueuses et du coup, en fait, d'orienter les investissements notamment, l'investissement vert, vers des entreprises les plus vertueuses. Donc, l'objectif de l'Europe, dans la CSRD, il n'y a pas de contrainte réelle, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais plutôt d'obligation de transparence. Et cette transparence entraîne, du coup, d'après le législateur européen en tout cas, une orientation des investissements vers les entreprises qui ont le plus d'actions et peut-être donc des investissements moins chers, hein, voilà, mais également ça toucher les clients, hein, les clients qui vont choisir des entreprises plus vertueuses. Une fois qu'on a défini ces objectifs, le principe de la CSRD, c'est, au-delà de ce reporting extra-financier, c'est vraiment la double matérialité dont vous avez dû entendre parler et pour lequel on va vous donner tout à l'heure des idées, enfin pas des idées, même des conseils pour bien réaliser cette double matérialité. Donc c'est vraiment le socle de cette CSRD avec pour objectif donc de déterminer pour chaque entreprise une notion de matérialité financière et de matérialité d'impact. Alors, pourquoi cette double matérialité? C'est qu'en fait, un reporting extra-financier, contrairement à un reporting financier où on peut cadrer vraiment les choses de façon identique pour toutes les entreprises, le chiffre d'affaires, les charges, les investissements, etc. Dans le cadre du développement durable, de la RSE, c'est beaucoup plus compliqué. Une entreprise industrielle, par exemple, n'aura pas du tout les mêmes enjeux qu'une entreprise de service. Donc, plutôt que de faire un reporting qui serait le même pour tout le monde, mais qui serait certainement bancal ou pas du tout pertinent, l'Europe a décidé de mettre en place cette notion de double matérialité pour que chaque entreprise fasse son propre reporting extra-financier basé sur ses vrais enjeux, ses propres enjeux. Et pour déterminer ces enjeux, il y a cette double matérialité qui consiste à identifier en quoi l'entreprise a un impact sur son environnement et en quoi l'environnement a un impact sur l'entreprise et donc peut potentiellement entraîner des risques, mais aussi des opportunités. Caroline en parlera tout à l'heure. Un point aussi très important, c'est que toute la chaîne de valeur de l'entreprise est concernée. Qu'est-ce que la chaîne de valeur? C'est-à-dire que c'est vraiment de prendre en compte tous les éléments qui constituent votre création de valeur, et notamment tout ce qui va concerner vos sous-traitants et fournisseurs, avec comme objectif de responsabiliser l'entreprise sur les actions qui sont menées non seulement par elle-même, mais aussi par ses sous-traitants et ses fournisseurs. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas se dédouaner des conditions de travail, par exemple, dans lesquelles elle fait travailler ses sous-traitants, ou des conditions écologiques dans lesquelles certaines usines de fabrication, par exemple, vont fonctionner et qui ne sont pas directement des filiales de l'entreprise concernée. C'est vraiment cette idée-là. Et dernier point, important et toujours à avoir en tête, c'est que derrière, ce rapport de durabilité, hein, qui est l'objectif final de la CSRD, va être audité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un auditeur, un OTI, qui va venir vérifier que l'intégralité des informations qui sont fournies dans ce rapport sont correctes. Et ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça oblige, dans le cadre de ce travail, et on en parlera tout à l'heure, à une très grande rigueur, une très grande transparence, une grande traçabilité de l'information pour que l'auditeur puisse accéder aux informations et vérifie correctement les informations. Alors, le rapport de durabilité qui est attendu, hein, c'est un document qui est attendu à la fin de l'objectif de cette CSRD, donc un rapport annuel, doit s'articuler autour de différents sujets. Donc, il y a des sujets transversaux qui sont les informations générales. Donc, on va parler de SRS. Hein. Le SRS, ce sont des normes, en fait. En gros, on va parler de grandes familles d'indicateurs à fournir. Donc, vous avez le SRS2, qui est notre information générale, qui est la seule norme obligatoire. Et puis après, vous avez des SRS thématiques, donc qui vont tourner autour de la partie environnementale, sociale et de gouvernance. Donc, dans l'environnement, on va trouver bien sûr le climat, mais aussi on va parler de pollution, de biodiversité, de gestion de l'eau, de tout ce qui est économie circulaire. En gris, il y a la partie taxonomie qui est sur le slide. Alors, c'est un règlement qui est un peu à part de la CSRD. C'est un autre règlement, mais par contre, il a été inclus dans la CSRD dans le cadre du reporting. C'est-à-dire que vous êtes obligé, donc, quand vous êtes soumis à la CSRD, vous êtes soumis à la taxonomie. Et la taxonomie, l'idée, c'est d'y répondre dans le cadre de la CSRD.
C'est pas l'objectif de notre webinaire aujourd'hui. On fera certainement un autre webinaire sur le sujet de la taxonomie, qui est un sujet un peu particulier. Sur la partie sociale, on va traiter de la main-d'œuvre, donc des ressources humaines de l'entreprise, mais aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, des ressources humaines de ce qu'on appelle la chaîne de valeur, donc de vos sous-traitants, fournisseurs, s'ils ont une influence forte ou s'ils présentent des risques importants dans leur mode de fonctionnement. On va traiter aussi des communautés affectées. Donc ça, c'est si vous avez dans votre activité, typiquement extraction minière ou extraction forêt, vous pouvez avoir un impact sur des communautés existantes sur les lieux où vous exercez votre activité. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être consommateur final. Donc, quel est votre impact sur le consommateur final. Et puis, la gouvernance, qui est un peu pourri de différents éléments, notamment bien-être animal, éthique des affaires, relations avec les fournisseurs, etc., qui va traiter de sujets connexes, qui peuvent être importants aussi dans certaines activités. Donc dans chaque ESRS dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez un certain nombre d'indicateurs à fournir. Il y a des chiffres qui font toujours un peu peur. On dit que la CSRD, c'est 1200 indicateurs, et c'est vrai, il y a 1200 indicateurs qui sont potentiellement à remplir. Bon, dans les faits, c'est pas du tout le cas. On y viendra. Justement, la double matérialité va permettre de limiter le nombre d'indicateurs à ceux qui sont vraiment pertinents. Mais ces indicateurs, il y a vraiment, on retrouve à chaque fois dans toutes les normes thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, on retrouve vraiment à chaque fois la même construction. C'est-à-dire à la fois une notion de d'IRO, donc d'impact, risque, opportunité, dont Caroline parlera tout à l'heure, où c'est vraiment identifier quels sont les impacts, les risques, comment vous avez identifié vos impacts et vos risques liés à, par exemple, liés à la biodiversité, par exemple, et quelles politiques et actions vous avez mises en place pour justement limiter ces impacts ou limiter vos risques. Ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a une partie de gouvernance, c'est-à-dire comment vous vous assurez que cette politique, ces actions, ce plan d'action sont réellement mis en œuvre dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre dans votre entreprise pour vous assurer que vous allez réellement mettre en œuvre vos plans d'action? La stratégie, c'est comment votre business model, votre modèle d'affaires a été potentiellement modifié ou a évolué justement par le travail d'identification de votre impact. Donc, si vous avez un impact sur la biodiversité, peut-être que vous pouvez changer votre modèle d'affaires pour que son impact soit plus faible. Et puis, dernier point, c'est ce qu'on appelle les métriques et les cibles. Donc là, c'est vraiment les indicateurs chiffrés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur 100 indicateurs de la CSRD, il n'y en a que 30 qui vont être vraiment chiffrés, donc qui vont représenter des chiffres. Par exemple, la répartition homme-femme, vos émissions de gaz à effet de serre, etc., en kilogrammes CO2 équivalent. Mais les 70 autres pourcents sont des indicateurs narratifs, donc c'est du texte, c'est des documents, c'est des plans d'action, c'est des procédures, c'est des politiques. En termes de calendrier d'application, donc aujourd'hui, vous avez début 2025, on va avoir les premiers rapports de durabilité qui vont être émis pour les grandes entreprises. La plupart des entreprises sont concernées par la deuxième ligne, donc c'est vraiment ce qu'on appelle les grandes entreprises au sens européen, soit donc 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions d'euros de total bilan, 2 critères sur 3 à respecter. Donc là, il va falloir faire son rapport de durabilité en 2026 sur l'année 2025, et puis après vous avez quelques sujets différents, donc avec les PME côté et les entreprises étrangères qui opèrent en Europe. Et je vais passer la main à Caroline, qui va rentrer dans le détail des étapes, justement, là, on va parler concret. Quelles sont les étapes à respecter chez vous, dans votre entreprise, pour bien effectuer cette CSRD et être prêt en 2026 à reporter sur l'année 2025. Tout à fait. Donc, on va passer justement à cette étape-là, enfin à ces étapes-là justement. Donc, on a plusieurs grandes étapes. Je vais revenir dans le détail sur chacune d'entre elles juste après. Mais donc, pour vous présenter tout d'abord celle-ci, on a tout d'abord le plus important, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est vraiment la construction de la matrice de double matérialité. Ensuite, on identifie le périmètre déclaratif, on fait un état des lieux et on regarde un petit peu ce qui manque en fonction de ce qui est demandé par la CSRD et ce qu'on a déjà dans l'entreprise. On construit les indicateurs manquants. Ensuite, l'étape suivante, c'est la consolidation des données, mais également la vérification de cohérence avec ce qui est demandé. Et enfin, on élabore le rapport de durabilité. Et puis la dernière étape, forcément, c'est la déclaration du rapport et l'audit de ce rapport-là.
Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail maintenant, concernant la double matérialité, donc en fait, l'objectif déjà de cette double matérialité, c'est vraiment d'identifier les enjeux qui sont prioritaires et qui sont donc matériels pour l'entreprise. Donc en fait, tout d'abord, les entreprises, elles doivent déjà comprendre leur activité, comment fonctionne leur modèle d'affaires, comment fonctionne leur chaîne de valeur. Et donc, elles doivent commencer par analyser leur propre modèle économique, les flux et les ressources dont elles ont besoin, tous les processus tout au long de leur chaîne de valeur. Et une fois qu'on a fait ça, on peut identifier les enjeux qui sont pertinents et donc matériels selon l'entreprise, mais également selon les parties prenantes. Donc, tout d'abord, il va falloir faire une cartographie des parties prenantes, internes et externes, donc c'est-à-dire tous les actionnaires, les employés, les clients, les fournisseurs, mais aussi tout ce qui est communauté locale, par exemple. Il peut y en avoir d'autres. Donc, toutes ces parties prenantes-là qui pourraient être impactées par les activités de l'entreprise ou qui pourraient influencer sa capacité en fait à opérer. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va identifier les enjeux prioritaires, donc selon l'entreprise et les parties prenantes, comme je viens de le dire. Donc, en fait, il s'agit de recueillir tous les enjeux et les avis de chaque partie prenante, qu'elles soient internes ou externes, donc, sur tous les aspects environnementaux, sociaux ou de gouvernance, donc les aspects ESG, qui seront jugés importants selon ces parties prenantes-là. Et donc, comme ils peuvent varier en fonction des groupes et des parties prenantes interrogées, c'est pour ça qu'il va falloir prouver déjà qu'on a bien interrogé les parties prenantes sur ces aspects-là. Et enfin, la troisième étape, c'est l'évaluation des enjeux selon l'entreprise, mais aussi selon les parties prenantes. Donc là, en fait, on va scorer, donc donner des notes à chaque enjeu qui est jugé. On va voir si c'est matériel ou non en fonction de la note qui est donnée. Et donc, on va croiser d'un côté les enjeux de l'entreprise, mais aussi des parties prenantes. Et puis, on va également évaluer les enjeux importants selon le secteur d'activité, par exemple, ou alors selon des ressources scientifiques, par exemple, si ce sont des risques d'innovation. On va trouver ça dans des sources plutôt scientifiques. Ensuite, la seconde grande étape, c'est l'identification du périmètre déclaratif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait cette analyse de double matérialité, qui a permis donc de prioriser les enjeux ESG les plus pertinents à traiter dans le rapport de durabilité, on va pouvoir définir quel est le périmètre déclaratif, c'est-à-dire quelles sont les activités, quelles sont les parties de la chaîne de valeur qui sont concernées par les enjeux, quels sont les ESRS à traiter. Parce que donc, déjà au niveau du périmètre, petite précision, il est possible d'exclure certaines activités si vraiment elles sont peu significatives et représentent moins de 10% par exemple des recettes et n'ont pas d'incidence grave ou réelle ou importante négative par exemple sur l'environnement. Donc, par exemple, si une entreprise a une activité qui représente moins de 10%, et qui n'a aucun impact sur l'environnement ou aucun impact significatif sur l'environnement ou sur les questions sociales, par exemple, on peut tout à fait exclure cette activité du rapport. Mais voilà, c'est vraiment des exclusions. Il faut bien mesurer le choix d'exclure ou non une activité. Donc, par exemple, ça peut être, on ne peut pas exclure une activité, même si elle représente moins de 10% du chiffre d'affaires, si elle a, par exemple, un énorme impact sur la pollution des sols, la pollution de l'air ou autre chose au niveau de l'environnement, par exemple. Donc, une fois maintenant que cette petite parenthèse est faite, une fois qu'on a fait donc notre analyse de double matérialité, on va pouvoir définir quels sont les ESRS à traiter. Et donc, les ESRS, simplement pour le nom, ça veut dire European Sustainability Reporting Standards. Et donc, en gros, ce sont les normes européennes d'information en matière de durabilité. Donc, par exemple, comme le disait tout à l'heure Nicolas, on va avoir le SRS E1 qui est le changement climatique, ou alors le SRS S1, conditions de travail des employés, et voilà, il y en a plein d'autres, comme vous l'a dit Nicolas tout à l'heure. Et donc, chaque norme ESRS comprend des exigences spécifiques et des exigences de publication. Donc, c'est ce qu'on voit ici, Disclosure Requirements. Donc, en fait, ça, ce sont les données spécifiques que l'entreprise doit recueillir et reporter en fonction des standards ESRS qui seront jugés importants. Donc, par exemple, un DR, ça peut être les conditions de travail des salariés de l'entreprise. Et donc, ensuite, ces DR regroupent des data points, un ou plusieurs data points. Donc là, c'est vraiment des choses comme des données spécifiques que l'entreprise doit communiquer.
qui détaille plutôt les résultats quantitatifs et qualitatifs de ces performances ESG. Donc, par exemple, un data point, ça peut être les tonnes de CO2 émises en scope 1, scope 2 et scope 3, par exemple. Ensuite, la troisième grande étape, c'est l'analyse et la collecte. Donc, l'objectif de cette étape, c'est vraiment d'évaluer l'écart entre les informations qui sont déjà disponibles au sein de l'entreprise et les exigences de reporting qui sont établies par les normes ESRS. Donc, tout d'abord, la première étape, ça va être, on va déjà devoir identifier les données actuelles, donc les données qui sont actuellement collectées par l'entreprise, pour voir lesquelles répondent aux exigences de publication. Et donc, il va falloir regarder le format des données, les sources, la fréquence de collecte, etc. Et puis, on va ensuite évaluer les écarts, c'est-à-dire comparer les données existantes avec les exigences des ESRS. Et donc, on va pouvoir déterminer les lacunes. Donc, par exemple, est-ce qu'une donnée est manquante? Est-ce qu'une donnée est disponible mais dans un format qui n'est pas adéquat? Est-ce qu'on a une donnée disponible mais qui n'est pas consolidée ou alors qui est consolidée mais différemment en fonction de plusieurs sites, par exemple? Ensuite, on va donc identifier les contributeurs déjà pour ce faire. On va identifier par exemple tous les départements ou équipes qui détiennent les informations nécessaires pour chaque DR. Donc par exemple, est-ce que c'est le service RH, est-ce que c'est la chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Et ensuite, on va attribuer des responsabilités, donc c'est-à-dire assigner les exigences de publication spécifiques à chaque partie prenante, donc à chaque service par exemple. Et s'assurer qu'ils comprennent bien quelles données sont demandées et dans quel format on doit fournir ces données. Et forcément, donc, il va falloir communiquer, faire des réunions souvent, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on peut également paramétrer en fait un outil de collecte. Donc là, il existe plusieurs plateformes ou logiciels de reporting de durabilité qui sont d'ailleurs en cours de déploiement. Il y en a de plus en plus. Et donc, on pourra paramétrer les champs de données, configurer par exemple l'outil pour qu'il intègre les champs requis pour chaque exigence de publication, chaque ESRS, etc. et chaque data point. Et puis, ensuite, la dernière étape, c'est le suivi de la collecte. Donc là, bien évidemment, il va falloir mettre en place des tableaux de bord de suivi, par exemple, pour mesurer un petit peu l'avancement de la collecte. Par chaque contributeur, savoir où est-ce qu'on en est, et puis on pourra faire des réunions régulières, des points réguliers avec les contributeurs pour assurer la progression du projet. Ensuite, la quatrième étape, c'est la construction des indicateurs manquants. Donc là, en gros, c'est vraiment d'identifier les informations et les données qui sont nécessaires pour combler, par exemple, toutes les lacunes qu'on aurait identifiées dans l'étape précédente lors de l'analyse d'écart. Donc, la première étape, ça va être d'analyser les processus et les documents relatifs aux indicateurs à construire. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux de ce qui existe, mais qui n'est pas formalisé, par exemple. On va identifier les informations qui pourraient être réorganisées ou adaptées pour générer les indicateurs manquants, par exemple. Donc, par exemple, si on a des factures d'énergie, celles-ci, elles pourraient nous fournir des données utiles pour certains data points dans la partie énergie, ou alors dans tout ce qui est scope 2 du bilan carbone, par exemple. Mais celles-ci, elles peuvent, par exemple, ne pas être encore exploitées. Et donc là, il va falloir mettre en place tout un process pour récolter ces informations-là. Ensuite, on va devoir formaliser, donc c'est-à-dire élaborer et rédiger les documents manquants ou alors les données qui n'ont pas été structurées, qui n'ont pas été consolidées. Donc, en fait, on va élaborer les documents manquants, c'est par exemple rédiger les politiques, rédiger les actions. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place, notamment en termes, sur le pilier social. Toutes les entreprises font déjà certaines choses, mais c'est pas forcément rédigé dans un document spécifique. Donc, l'objectif, ça va être de formaliser tout ça et de formaliser les données transformer les données qui n'étaient pas organisées ou qui étaient disparates pour les consolider. Et bien évidemment, il va falloir mettre en place des méthodologies de calcul et de collecte des informations pour bien collecter les choses comme il faut. Et enfin, on va déployer, donc c'est-à-dire les plans d'action et instaurer la gouvernance. Donc, c'est-à-dire déployer le plan d'action, c'est en gros exécuter les actions qui ont été identifiées déjà pour collecter les données manquantes, mais aussi
L'objectif, c'est de se servir de cette CSRD pour mettre en place un véritable plan d'action et des vraies politiques ESG. Donc, ensuite, la cinquième étape, grande étape, c'est vérifier la cohérence et consolider les données. Donc, au niveau de la cohérence, simplement, en fait, il faut faire des contrôles de validation, vérifier que les informations, elles sont collectées uniformément, qu'elles sont fiables et qu'elles sont conformes aux définitions et aux méthodologies qui ont été établies. Et donc, il va falloir vérifier régulièrement que tout est bien collecté comme il faut. On peut également faire, par exemple, des comparaisons historiques. Si on a déjà collecté une donnée les années précédentes, on peut vérifier que c'est cohérent avec les années précédentes. Ou alors faire des vérifications croisées, c'est-à-dire vérifier que comparer les données provenant de différentes sources ou départements, par exemple, pour s'assurer qu'elles concordent et qu'elles utilisent la même méthodologie de calcul, par exemple. Et enfin, l'étape de consolidation des indicateurs, c'est simplement en fait agréger les données, c'est-à-dire rassembler les données brutes pour créer des indicateurs globaux et consolider. Consolider. Et ensuite, l'une des dernières étapes, c'est la rédaction du rapport de durabilité. Donc là, on va tout d'abord définir la structure du document, donc c'est-à-dire élaborer le plan du rapport, quelles sont les parties, les annexes, etc. Ensuite, on va agréger les data points et éventuellement mettre en place des contenus supplémentaires. Par exemple, on peut, les contenus supplémentaires, ça peut être des interviews, par exemple, inclure des extraits d'interviews avec des parties prenantes internes ou externes dans le rapport de durabilité. Mettre aussi, par exemple, des études de cas qui peuvent mettre en avant des exemples concrets de projets ou d'initiatives qui ont été réussies, qui illustrent les performances ESG de l'entreprise. Mais on peut aussi mettre, par exemple, tout ce qui est graphique, tableau, pour mettre un peu plus de visuel et permettre de mieux comprendre les informations. Ensuite, on va rédiger le contenu, donc par exemple, rédiger les politiques, rédiger les actions, etc., etc. Et enfin, la dernière étape, c'est le balisage. Donc, en fait, c'est l'utilisation de tags pour structurer et organiser le contenu de la version électronique du rapport de durabilité en format XBRL. Donc, en fait, ça permet de rendre plus accessibles les informations et de faciliter la navigation au sein du document pour les personnes qui voudraient consulter les informations. Et enfin, la dernière étape, c'est la déclaration et l'audit. Donc, en fait, le rapport de durabilité, tout d'abord, il doit être intégré au rapport de gestion, mais il doit également être disponible sur le format électronique, en fait, pour transmission à l'ESAP. Donc, en gros, l'ESAP, c'est l'European Single Access Point. Il regroupera normalement dès 2027 les données financières, mais aussi extra-financières publiées par les professionnels. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'audit. Donc, il va falloir se tenir prêt à répondre aux questions des auditeurs s'ils en ont. Ils vont pouvoir en fait poser des questions pour s'assurer de la véracité de ce qui est contenu dans le rapport de durabilité et de la conformité en fait des informations rapportées. Donc, il va falloir préparer quand même tout ce qui est documentation, collecter les documents de preuve qui peuvent aider à répondre aux questions posées. Et puis, forcément, fournir des réponses claires et transparentes, expliquer un petit peu le raisonnement qui est derrière les données, les méthodologies et les choix stratégiques qui ont été faits, par exemple. Et donc, je vais laisser la parole à Nicolas pour la suite. Donc, je vais maintenant parler un peu plus organisation et du coup répondre aussi à des questions qui ont été posées par la même, si j'ai répondu en texte, de répondre à l'oral sur les questions sur la partie concrète de l'organisation interne pour répondre à toutes ces différentes étapes. Donc déjà, le principe de base, c'est de travailler en mode projet. Donc là, c'est un peu une évidence, mais c'est très bon quand même à rappeler. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une équipe projet dédiée. C'est un projet qui s'est inscrit dans la longueur. Aujourd'hui, on est en octobre 2024. Le premier reporting extra-financier pour les entreprises, la plupart des entreprises, je ne parle pas des grandes entreprises, la plupart des entreprises, ça sera au premier trimestre, deuxième trimestre 2026. Donc, on est sur un temps long, 1 an et demi. Il faut vraiment constituer une équipe projet avec un sponsor projet
et des personnes impliquées dans cette équipe. Voilà, ça c'est vraiment très important. D'établir un rétro-planning, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, comme ça vous verrez un peu à quoi ça peut ressembler, pour que vraiment les grandes étapes soient bien planifiées en avance et que du coup le projet puisse se dérouler correctement. Et puis bien évidemment, il y a beaucoup d'actions à mener, comme on l'a vu, notamment sur la partie de la construction des indicateurs manquants, où là, il va falloir planifier ces actions au sein de chaque service qui peut être potentiellement concerné. Alors, un exemple de planning, hein, c'est vraiment une idée, mais grosso modo, ça vous donne ça avec les différentes étapes dont a parlé Caroline. On commence bien entendu par la double matérialité d'ici la fin de l'année. Ensuite, on bascule sur le périmètre déclaratif et on se donne, surtout début 2025, la mise en œuvre de la collecte des informations. Ça, c'est très important de commencer début 2025. Pourquoi? Parce que c'est pas en 2026 qu'il faut se rendre compte que finalement, il y avait des indicateurs qu'on n'était pas capable de mesurer. On a pris l'exemple du bilan carbone, mais c'est un des gros indicateurs hein, qui, pour le coup, concerne quasiment tout le monde, d'identifier ces émissions CO2. Voilà, ou par exemple, si vous êtes soumis à un enjeu de pollution, vous allez peut-être devoir mesurer certaines émissions de matière ou de gaz dans l'atmosphère. Vous ne pourrez pas revenir en arrière si en 2025, vous n'avez pas mesuré ces informations, que vous n'avez pas la capacité de les mesurer. Donc ça, c'est vraiment très important de commencer assez tôt. Si on se donne toute l'année 2025 pour réaliser les indicateurs manquants. Donc les indicateurs manquants, hein, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, ce sont des plans d'action, ce sont des politiques, ce sont la mise en place d'une gouvernance. Donc ça va être à la fois au niveau des différents services. Je vais prendre un exemple. On va prendre le plan climat. Vous avez des émissions de gaz à effet de serre, bien évidemment, et vous devez inscrire un plan de transition aligné avec les accords de Paris. Ça, c'est une des demandes de la CSRD. Voilà, ce plan d'action, ce plan de transition, il se détermine par les actions, par exemple. Basculer une partie du parc véhicule de thermique à électrique, peut-être isoler certains locaux, peut-être changer de fournisseur d'électricité pour passer à un fournisseur plus vertueux, etc. Toutes ces actions qui vont concerner à la fois les services généraux, les équipes techniques, peut-être qu'au niveau de la production, vous allez devoir changer certains équipements qui fonctionnaient au gaz et qui vont devoir peut-être maintenant fonctionner à l'électricité. Tous ces aspects-là, il va falloir vraiment le déployer. Donc à la fois l'écrire dans votre plan d'action, mais aussi commencer à le mettre en œuvre concrètement dans votre entreprise. Et ça, c'est ça qui va demander du temps. Ensuite, début 2026, et là, on va commencer à consolider les indicateurs et puis commencer à rédiger le rapport de durabilité. Ça, on peut commencer dès début 2026 pour que fin premier trimestre 2026, qui est pour moi un bon objectif, comme ça laisse un peu de rab, vous ayez pu rédiger tout ce rapport et préparer l'audit. Un point important, c'est pas sous-estimer la charge de travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir potentiellement énormément d'indicateurs pour lesquels vous serez concerné. Ça va toucher à beaucoup de services. Donc, lorsque vous aurez fait votre analyse de double matérialité, vous aurez consulté pas mal de services, les services RH, les services production. Si vous avez différents sites de production, les différents responsables de sites de production, le service juridique, le service IT. Voilà. Et tous ces gens-là vont devoir, à un moment donné, participer aussi à la construction des plans d'action qui vont être associés aux enjeux pour lesquels ils peuvent être concernés. Ils vont devoir aussi peut-être rédiger des politiques. Peut-être que la gouvernance pour la mise en place de ces actions dont j'ai parlé tout à l'heure va devoir les impliquer. Donc tout ça, ça va demander beaucoup de personnes à consulter, mais aussi à faire agir. Le tout sur un temps certes long, mais quand même avec des attendus qui sont quand même assez denses. Donc, vraiment, ne pas sous-estimer cette charge de travail en essayant de planifier au maximum le temps imparti pour chacun. Par ailleurs, j'insiste aussi sur un autre point, c'est pas qu'un exercice de reporting, c'est un exercice de communication. C'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, le rapport de durabilité, c'est pas juste répondre à une obligation légale, mais c'est aussi communiquer sur ses engagements. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tout ce que vous faites ait réellement un sens et réellement une matière. Donc c'est en ça que c'est assez engageant et ça demande pas mal de travail. Un autre point aussi important, c'est la rigueur. Donc ça, c'est vraiment le pendant immédiat du fait que vous soyez derrière audité. Il faut jamais oublier ça et l'avoir toujours en tête. Tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez construire doit pouvoir répondre à l'attendu de l'auditeur.
Ce qui veut dire qu'en fait, l'auditeur, quand il va vérifier et va regarder vos chiffres, vos indicateurs, doit pouvoir à tout moment dire, bon, ok, d'où ça vient, quelles sont ces données, pourquoi vous avez mis cette donnée-là. Par exemple, si je prends l'exemple même de la double matérialité, qui va être la première chose qui va être vérifiée par l'auditeur, si vous avez estimé qu'un enjeu était non matériel, il va falloir le justifier. Donc, si vous dites, par exemple, moi, je ne suis pas concerné par l'utilisation d'eau. OK. Pourquoi vous n'êtes pas concerné par l'utilisation d'eau? Il va falloir justifier, donc si par exemple vous êtes dans un process industriel qui utilise de l'eau, que la façon dont vous avez évalué l'importance de cet enjeu se fonde sur des chiffres vrais. C'est-à-dire que par exemple, dans votre processus de production, finalement, vous utilisez très peu d'eau. Mais il va falloir le prouver. Donc, il va falloir peut-être sortir les statistiques de consommation d'eau de cette entité pour montrer que, effectivement, dans le cadre de votre production, vous utilisez peu d'eau. Voilà. C'est vraiment ce genre de preuves qu'il va falloir avoir. Donc, c'est assez lourd, hein, parce que chaque enjeu doit être justifié. Vous ne pouvez absolument pas dire que cet enjeu, vous estimez qu'il n'est pas matériel juste au doigt mouillé. C'est pas possible. Il faut vraiment appliquer une méthode, hein, notamment dans la partie de valorisation et de la note, hein, qu'on attribue à chacun de ces enjeux. Cette note, elle se porte à la fois sur la gravité, la probabilité d'occurrence, le périmètre que ça implique. Donc, par exemple, sur le risque du travail, si vous avez un enjeu sur le risque du travail, par exemple sur le risque de chute, si cet enjeu n'est pas considéré comme matériel, il va falloir prouver que ça concerne que très peu de personnes, que ce risque n'est pas inhérent à votre activité ou vraiment se produit de façon très très rare. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut avoir en tête et donc de pouvoir à tout moment justifier auprès de l'auditeur vos choix, notamment dans la partie de double matérialité. Un autre point aussi important, c'est le multisite, le multifilial. On ne doit pas sous-estimer la consolidation des chiffres. En fait, vous allez voir quand vous ferez la collecte de données, malheureusement, vous allez avoir un peu des chiffres un peu disparates, certaines personnes qui n'ont pas compris la question, qui répondent à côté ou pas les bons chiffres. Tout ça va donner des chiffres qui sont pas forcément cohérents, et ce travail de remise en forme en cohérence peut vraiment nécessiter beaucoup de temps. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer, notamment sur la consultation des personnes à nouveau pour leur dire bah là, ton chiffre, il n'est pas bon, etc. Voilà ces points qui sont vraiment fondamentaux à avoir en tête. Donc cette rigueur qui va faire que l'auditeur va valider votre travail assez facilement. Donc je reprends la main sur la partie comment engager vos collaborateurs. Donc tout d'abord, on va voir qu'il y a plusieurs causes de désintérêt. Donc là, on en a énoncé quelques-unes sur la slide. Donc tout d'abord, il peut y avoir un manque de temps. Donc, comme l'a dit Nicolas, il peut y avoir besoin de pas mal de temps quand même pour récolter toutes les informations nécessaires pour la CSRD. Il peut y avoir pas mal d'indicateurs à faire remonter, pas mal de politiques à rédiger, toutes les actions également qui sont mises en œuvre, il va falloir en fait tout rédiger et ça peut prendre un peu de temps. Donc forcément, il peut y avoir un souci à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer le planning en amont sur ce côté-là. Ensuite, au niveau, il peut y avoir également un manque de perspective, c'est-à-dire que les gens ne voient pas, par exemple, le bout du projet, ils n'ont pas un planning précis du projet, ils ne savent pas comment il va être étalé dans le temps. Donc là, encore une fois, il va falloir qu'on mette en place un planning bien précis et qu'on suive ce planning pour rassurer un petit peu les personnes qui vont être partie prenante au projet et puis forcément leur accorder du temps pour ce projet-là. L'absence d'enjeu, c'est-à-dire que carrément les personnes pourraient ne pas voir l'intérêt du projet. C'est pour ça qu'il est assez important de sensibiliser au départ et de communiquer sur le projet bien en amont et faire des réunions avec vraiment tous les collecteurs et toutes les personnes qui vont être intéressées de près ou de loin au projet. Et puis, il peut y avoir également une cause de désintérêt qui peut être l'absence de management de projet. Donc, c'est-à-dire que personne ne s'occupe du projet ou alors on ne sait pas vraiment qui s'en charge, c'est pas très clair. Donc là, encore une fois, il faut cadrer les choses. Et donc, il va falloir motiver en fait autour du projet. Donc déjà, il va falloir impliquer la direction
Donc tout d'abord former, mais aussi sensibiliser la direction sur l'importance de la durabilité pour l'entreprise et les impacts que tout ça peut avoir. Il faut que les dirigeants ils soient au moins là au début des réunions, enfin déjà aux premières réunions plutôt, et pour savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce que la CSRD, quelle est l'ampleur du travail à fournir. Surtout qu'ils peuvent être assez importants dans la définition, par exemple, de la chaîne de valeur, etc. Donc, c'est bien que ces personnes soient là. Et puis, il faut qu'ils soient soutien du projet également. C'est-à-dire qu'ils communiquent sur le projet et qu'ils communiquent en interne, mais enfin, voilà, qu'ils motivent autour de ce projet-là. Et qu'ils soient identifiés comme faisant partie du projet. Ensuite, il est bien d'organiser un kick-off du projet, donc c'est-à-dire une réunion de lancement, donc notamment avec les dirigeants, mais aussi toutes les personnes qui seraient amenées à collecter de la donnée ou alors qui vont devoir voilà, rédiger des choses pour le rapport de durabilité. Ensuite, il va falloir communiquer régulièrement, c'est-à-dire qu'il va falloir organiser des points d'avancement réguliers avec les équipes, avec le collecteur, vérifier s'il n'y a pas un problème, si on a un problème pour faire remonter tel indicateur, si on a un souci de méthodologie, enfin voilà, tous les petits problèmes, il faut qu'on soit au courant et que ce soit vraiment, voilà, que ce soit planifié, qu'on se voit tous les mois, tous les 3 mois, enfin voilà, peu importe entre guillemets le temps, mais il faut en tout cas fixer des réunions régulièrement et communiquer sur l'avancement du projet régulièrement pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'il manque comme information, etc. Et ensuite, il faut également anticiper la charge de travail nécessaire pour chacun, c'est-à-dire qu'il va falloir planifier la répartition des tâches, déjà définir clairement les rôles, les responsabilités de chacun dans le projet, tenir compte un petit peu des compétences et des intérêts de chaque collaborateur pour tel enjeu, mais aussi estimer la charge de travail de chacun et la communiquer, savoir un petit peu dire à telle personne, bah voilà, toi, ça va te prendre tant de temps de remonter telles informations et qu'est-ce qu'il faut remonter comme information. Et dans l'idéal, forcément, ça serait de garantir que chacun dispose du temps nécessaire pour réaliser voilà, les missions nécessaires à la CSRD. Et enfin, la toute dernière étape de la CSRD, c'est vraiment, enfin l'objectif en tout cas de la CSRD. Bien évidemment, il y a un enjeu réglementaire. Comme vous le savez, si vous êtes là, la CSRD elle est obligatoire pour un certain nombre d'entreprises. L'objectif, c'est vraiment de faire que de plus en plus d'entreprises soient concernées par ces rapports de durabilité. Enfin voilà, avant c'était 500 personnes, 500 salariés, maintenant c'est 250, etc. Et en fait, on voit que de plus en plus d'entreprises sont concernées et ça va logiquement aller en se rétrécissant au fur et à mesure que le temps passe. Et de plus en plus d'entreprises seront concernées à terme. Et donc forcément, dans cet enjeu réglementaire, il y a des sanctions qui vont être de plus en plus lourdes et qui le sont d'ailleurs plus que la DPEF qui était le rapport de durabilité précédent. Et donc, il va falloir faire attention à cet enjeu réglementaire, mais pas seulement. En fait, il ne faut pas voir uniquement la CSRD comme quelque chose d'obligatoire et une contrainte, mais plutôt regarder quelles sont les opportunités qui peuvent en découler. Par exemple, il peut y avoir un enjeu commercial, parce que la CSRD va notamment rendre des indicateurs et des rapports publics. Comme je le disais tout à l'heure, les données seront consultables par les parties prenantes externes qui pourront vérifier vos informations ESG qui seront publiques. Donc, il faut quand même. L'objectif, c'est d'être transparent. Si vous n'avez rien fait en termes d'ESG, voilà, vous pourrez être comparé plus facilement avec vos concurrents, etc. Et donc, l'enjeu commercial peut être assez important. Mais il y a également un enjeu financier aussi, parce que l'objectif de la CSRD et notamment de la taxonomie, c'est de pouvoir en fait réorienter les capitaux vers des activités dites plus vertes, on va dire, ou durables. Et donc forcément, encore une fois, on va vous comparer avec vos concurrents, et donc ça, c'est également un enjeu. Il va falloir, de plus en plus avoir une durabilité forte pour avoir un avantage commercial et donc forcément l'avantage financier l'enjeu financier c'est également d'obtenir des prêts plus facilement parce que les conditions de financement seront également indexées sur vos performances ESG.
Ensuite, il y a également un enjeu RH. Donc là, forcément, notamment les personnes qui cherchent un emploi, etc., elles vont regarder en fait les performances ESG de l'entreprise. Et donc, pour le vivier de l'entreprise, il faut quand même faire attention à ces performances ESG. Et donc, votre engagement favorise en fait déjà la fidélité de vos collaborateurs. Ils vont rester chez vous si vous êtes plus engagé, logiquement. Et attirer aussi d'autres personnes si vous êtes plutôt engagé. Et enfin, le dernier enjeu sociétal, c'est vraiment l'intérêt en fait de cette CSRD, c'est de donner du sens également, parce qu'on a forcément tous une responsabilité d'agir sur les enjeux ESG. Et en fait, la CSRD, elle doit servir de base pour améliorer la stratégie ESG de votre entreprise. Voilà, il ne faut pas voir ça comme une contrainte, mais plutôt comme profiter en fait de cette opportunité-là, pardon, pour améliorer votre stratégie RSE sur le long terme. Donc, voilà, en gros, donner du sens à tout ce travail qui peut être assez important, mais qui, à terme, va donner des opportunités plutôt que enfin, voilà, sera plutôt une opportunité pour votre entreprise sur le long terme qu'une contrainte. Merci Caroline. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, Altopi propose une solution d'accompagnement des entreprises sur cette partie CSRD. Voilà, donc on peut vous accompagner sur les différentes étapes qui ont été listées dans ce webinaire, notamment la matrice de double matérialité, bien sûr, les indicateurs SRS et la partie rédaction du rapport de durabilité. Voilà, un grand merci à tous de votre participation. Merci d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire. Donc, Vincent est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions éventuellement sur notre offre. Vous allez avoir un petit sondage de fin de webinaire. Merci d'y répondre si le webinaire vous a plu. Encore une fois, merci. N'hésitez pas donc à nous revoir en replay à la fois sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Et il y aura bien sûr d'autres webinaires. On en fait très régulièrement sur différents sujets. EcoVadis, CSRD, bilan carbone. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn pour avoir toute cette programmation. Un grand merci à tous et je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit.